On entend tout le temps parler de l'économie. L'économie va bien, l'économie va mal, il faut la relancer. On en parle comme si c'était une seule chose, un organisme. Mais cette idée d'un système unique, eh bien, elle est assez récente. Elle n'a pas toujours existé. Alors, comment en est-on venu à voir toutes nos petites transactions, nos productions, nos échanges comme une seule et même grande machine? C'est le voyage qu'on va faire ensemble. Regardez bien cette image. Qu'est-ce qu'on y voit? Un canard? Ou peut-être un lapin? C'est une illusion d'optique célèbre, et elle est parfaite pour notre sujet. Pendant des siècles, on n'a vu que le canard, les transactions individuelles, l'achat de pain, la vente de laine. Et puis il a fallu un vrai déclic, un changement de perspective pour soudainement apercevoir le lapin, tout le système économique. Du coup, la question est posée. Quand et comment a-t-on commencé à voir cette grande image? Parce que, attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non. C'est plutôt le résultat d'une longue quête, un puzzle géant qu'on a mis des milliers d'années à assembler, pièce par pièce. Pour trouver l'origine de cette idée, il faut remonter le temps, loin, très loin, bien avant notre époque moderne. On doit retourner voir les toutes premières civilisations, celles qui ont commencé à s'interroger sur la richesse et sur la façon de la gérer. Et en fait, dès l'Antiquité, on trouve des fragments de cette pensée économique un peu partout. Que ce soit en Chine, où l'on utilisait déjà des statistiques pour gouverner, en Inde, où l'on trouve les traces d'un budget formel pour l'État, en Grèce, évidemment, où les philosophes débattaient de la nature de la richesse. Et même bien plus tard, dans le monde islamique, où un penseur comme Ibn Khaldoun analysait déjà les cycles économiques. Chacun voyait une partie du puzzle, mais personne n'avait encore l'image complète. Chez les Grecs, il y a un concept qui illustre bien ce mélange entre économie et morale, la schrématistique. C'est Aristote qui en parle. Pour lui, c'était simple. Il y avait l'acquisition naturelle de richesses pour vivre et subvenir à ses besoins comme l'agriculture. Et puis il y avait l'acquisition non naturelle, qui consiste à faire de l'argent juste pour accumuler de l'argent, par le commerce sous le prêt à intérêt. Et pour lui, cette deuxième façon de faire était moralement condamnable. Un débat qui, soyons honnêtes, résonne encore un peu aujourd'hui. Les Grecs se sont aussi heurtés au fameux paradoxe de l'eau et du diamant. C'est simple, l'eau est absolument vitale, sa valeur d'usage est immense. Pourtant, sa valeur d'échange est quasi nulle. À l'inverse, le diamant, il ne sert à rien pour survivre. Sa valeur d'usage est donc très faible, mais sa valeur d'échange est énorme. Cette distinction entre ce qui est utile et ce qui est cher a vraiment tourmenté les penseurs pendant des siècles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces penseurs de l'Antiquité avaient des idées brillantes, vraiment. Mais elles restaient fragmentées, souvent mélangées à de la philosophie ou à de la morale. L'idée d'une économie nationale comme un système cohérent qu'on pourrait mesurer n'existait tout simplement pas encore. Allez, on fait un grand bond en avant, direction le XVIIe siècle. Et là, tout bascule. On passe de la grande question philosophique du pourquoi à une question beaucoup plus pragmatique, combien? L'Europe est alors en pleine crise et les États ont un besoin urgent de savoir précisément de quelles ressources ils disposent. Et au cœur de cette révolution, il y a un homme, William Petty, un Anglais à la fois médecin et statisticien. Son idée est radicale pour l'époque, il propose d'appliquer la méthode scientifique à la politique. Fini les grands discours, place aux chiffres, aux données, aux faits. C'est la naissance de ce qu'il appelle l'arithmétique politique. Le principe est simple mais révolutionnaire. On peut mesurer la santé d'une nation comme un médecin prend le pouls d'un patient. En collectant des données sur la population, la production agricole, le commerce, on peut enfin poser un diagnostic sur les forces et les faiblesses d'un royaume. Et voilà un exemple concret de ce que ça donne. La loi de King d'Avenant. C'est une des toutes premières tentatives de modélisation économique. Et elle montre quelque chose de fascinant. Regardez. Une petite pénurie de blé de 10% ne fait pas grimper les prix de 10%, mais de 30%. Et si la pénurie atteint 50%, les prix explosent de 450%. Pour la première fois, on utilisait des données pour découvrir les lois cachées du marché. Ce changement de mentalité va jusqu'à toucher la nature même de la monnaie. Jusque-là, la valeur d'une pièce, c'était la valeur du métal précieux qu'elle contenait. Mais des penseurs comme l'espagnol Marquez commencent à se dire « et si la valeur de la monnaie venait tout simplement de l'autorité de l'État qui la garantit ?» C'est une idée incroyablement moderne qui annonce notre monnaie en papier d'aujourd'hui. Bon, à ce stade de notre histoire, les pièces du puzzle sont sur la table. On sait compter la population, la production, le commerce, on a les éléments. Mais il manque encore quelqu'un pour dessiner le plan d'ensemble, pour montrer comment tout ça s'assemble. Et ce déclic final, il va avoir lieu en France au milieu du XVIIIe siècle. On ne va plus seulement compter les pièces, on va essayer de comprendre comment elles s'emboîtent, comment le tout fonctionne comme un grand mécanisme, une grande machine. Ceux qui vont mener cette nouvelle étape, ce sont les physiocrates. Leur chef de file, c'est François Quesnay, le médecin du roi Louis XV. Leur idée de base est assez simple. Pour eux, toute la richesse vient de la terre.
L'agriculture est la seule activité vraiment productive parce qu'elle crée de la matière nouvelle. Tout le reste, l'artisanat, le commerce, ne fait que transformer cette richesse. Ces activités sont donc, selon eux, stériles. Et c'est là qu'arrive le moment Eureka. En 1758, Quesnay, en s'inspirant de la circulation sanguine qu'il connaît bien en tant que médecin, dessine ce diagramme, le tableau économique. C'est tout simplement le premier modèle macroéconomique de l'histoire. Il montre comment la richesse, créée par l'agriculture, circule entre les différentes classes sociales, comment les fermiers payent les propriétaires, qui achètent aux artisans, qui eux-mêmes se nourrissent grâce aux fermiers. Le circuit est bouclé. C'est une véritable révolution conceptuelle. Pour la première fois, on peut visualiser l'ensemble de l'économie d'un pays sur un seul schéma. On peut voir les flux, les interdépendances. Le fameux lapin est enfin sorti du chapeau. L'économie en tant que système unifié est née. Avec la manie de tout compter des Anglais et cette nouvelle vision systémique des Français, tous les outils intellectuels sont maintenant en place. Le terrain est prêt pour la naissance d'une nouvelle science. Le point culminant de notre histoire arrive en 1776. Un livre va tout changer. Un livre publié par un philosophe écossais qui deviendra l'économiste le plus célèbre de l'histoire. Ce livre, c'est bien sûr La richesse des nations d'Adam Smith. Alors attention, Smith n'a pas tout inventé à partir de rien. Son véritable génie a été de faire la synthèse de toutes ces idées qui flottaient dans l'air. Il a repris les réflexions sur la division du travail, sur la valeur, sur le rôle des marchés, et il a organisé tout ça en un système cohérent et complet. Après Smith, le changement paradigme est complet. L'idée d'une économie en tant qu'objet d'étude à part entière, avec ses propres lois et ses propres mécanismes, est désormais fermement établie. Le mot lui-même entre dans le langage courant. On a donc voyagé des fragments de pensée morale des anciens à la soif de données des statisticiens, puis à la vision systémique des Français. Toutes ces pièces ont finalement été assemblées pour créer une vision d'ensemble, une science nouvelle. Et on va terminer avec cette question. Cette façon de voir l'économie, qui est née il y a plus de 2 siècles, est incroyablement puissante. Mais, comme toute perspective, elle éclaire certaines choses et en laisse d'autres dans l'ombre. Par exemple, l'impact sur l'environnement ou la valeur du travail non rémunéré. Alors, quel pourrait être le prochain lapin que notre modèle économique actuel nous empêche de voir? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.